Merci Quentin d'être là avec nous ce soir pour cette intervention sur l'histoire de De Vialet. Et alors j'ai une question qui me vient. De Vialet, c'est 155 millions d'euros de levée, c'est 400 collaborateurs, c'est près de 40 magasins, c'est des partenariats avec Apple, c'est Jay-Z au capital. Pourquoi ça a été si facile? Alors là, je crois que je ne peux pas rester comme ça, en fait. On dit qu'il n'y a pas de question idiote, mais en fait, celle-là, elle est vraiment idiote. En fait, elle est préparée, bien sûr. Donc, en fait, c'est une question qu'on m'a réellement posée. Un jour, un jeune consultant dans un cabinet de conseil que je ne citerai pas, sauf si tu demandes, qui m'a dit « Comment expliquez-vous que ça a été aussi facile ?» Et en fait, entreprendre, c'est toujours difficile. Mais d'ailleurs, quand on est entrepreneur, c'est comme un alpiniste ou un marin. C'est-à-dire, un alpiniste, il ne choisit pas un champ de vaches. Quoi. Un marin, il ne choisit pas de traverser je vais dire la Gironde, pas la Loire, parce que la Loire, c'est quand même compliqué. Mais voilà, il ne choisit pas des terrains faciles. Donc, la seule chose qui nous intéresse, c'est de vivre des vies exaltantes, donc de faire des choses très difficiles. Donc tout ce qu'on a fait a été effroyablement difficile, effroyablement exaltant, excitant, enfin extraordinaire, quoi. Mais on cherche la vie, quoi. On cherche à vivre une vie intense et à l'inventer. L'origine de De Vialet, c'est quoi? Ça se produit à quel moment exactement? Alors, ça commence il y a très très longtemps, parce que ça commence, je pense je devais avoir une douzaine d'années, 12-13 ans, et en fait, avec un de mes cousins, qui s'appelle Emmanuel Nardin, et qui est un des cofondateurs de Vialet, nous on avait un rêve de gosse, donc il y a très longtemps, pour ceux qui sont jeunes, il y a un moment, la tech, c'était l'audio en fait. C'était les chaînes hi-fi, les magnétophones, c'était ça la tech. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, voilà. Et donc, et nous enfants, adolescents comme ça, notre rêve, c'était de monter une boîte dans l'audio. Et Emmanuel, il est devenu designer, il a créé une boîte de design industriel, et il revenait régulièrement avec des projets de boîtes à reprendre, des idées pour faire des choses dans l'audio. Et les projets m'intéressent. Moi, j'étais entrepreneur par ailleurs. J'avais créé un certain nombre de cabinets de conseil en stratégie. J'avais monté un certain nombre d'affaires, d'informatique, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et ça ne m'intéressait pas. Je trouvais les projets pas assez ambitieux, pas assez gros, voilà. Et puis, un jour, il est arrivé avec Pierre-Emmanuel Calmel qui venait d'inventer une techno incroyable. Il m'a présenté Pierre-Emmanuel. J'ai entendu le premier proto dans une boîte en ferraille d'un amplificateur hybride qu'il avait inventé. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré au bout de 30 secondes, en fait. J'ai été pris par une émotion incroyable. Et je pense que cette émotion, elle était liée à la fois aux performances incroyables de cette technologie. Et c'était lié au fait, je pense que j'avais reconnu ce moment comme le moment que j'attendais, en fait, qui était le moment de rencontrer le projet que j'attendais depuis que j'avais 12 ans, en fait. Et donc de se dire, et je me suis dit, on va tout rafler, on va tout déchirer, quoi. On va aller tout conquérir avec cette technologie. On a certainement la meilleure technologie du monde pour aller faire ça. Et voilà. Et tout est parti. Donc c'était en 2006. On a créé la boîte en 2007. On avait beaucoup de R&D, de recherche-développement à faire avant d'arriver à un premier produit qui est arrivé mi-2010. Enfin, voilà, il faut voir que c'est plus de 10 ans de travail. Donc c'est déjà 4 ans avant d'arriver au premier. Donc pourquoi ça a été aussi facile? Voilà, rien n'a évidemment été facile. Comment vous trouviez les fonds? Parce que c'était assez, ça exigeait de la productivité, des fonds pour pouvoir... Alors au tout début, jusqu'en 2010, on finance par de l'argent qu'on a.
Je suis même allé jusqu'à vendre mon appartement, en fait, pour avoir des liquidités. Donc on a, voilà, on a financé nous-mêmes. On a eu un petit prêt de l'Agence pour l'innovation à l'époque, enfin, qui est maintenant intégré dans BPI. Mais on a eu même un prêt de BNP Paribas 3 ans avant que la société n'existe. Donc enfin, très tôt, on a su séduire avec le projet des gens quand même pour mettre un peu d'argent. On a grosso modo mis à peu près 1 million d'euros avant de faire notre première levée de fonds, qui est apparue en 2010 quand on avait un produit à présenter. On n'en avait pas vendu un seul. Et là, on a réuni Moi, j'ai fait le pari dès le début de la puissance émotionnelle de notre technologie, en fait. Et donc, quand je parlais avec des fonds d'investissement, des financiers de ce qu'on était en train de créer, de Vialet, en 2010, fin 2009, début 2010, on avait les premiers prototypes de notre premier produit, un amplificateur audio très haut de gamme. Ce qui me renvoyait m'intéressait pas, parce qu'on posait des questions sur le niveau de marge de la 3e année, de machin, enfin je sais pas. Et quand j'en parlais à mes copains, à des gens avec lesquels je travaillais, qui étaient mes clients, notamment chez Canal+, chez Danone, chez PPR, chez Orange, enfin des gens qui étaient mes clients à l'époque, à mes amis, ces gens, ils avaient les yeux qui brillaient. Donc un jour, on a rassemblé 50 de ces personnes dans un lieu à Paris où les Rolling Stones avaient fait un concert privé 20 ans auparavant. Et tout ça, ce sont des briques qui comptent. Et on a réuni ces gens, on a fait écouter notre produit, on a présenté le projet. On a une petite salle dans le noir aussi où les gens pouvaient écouter. On avait mis une musique lacrymale au possible, du champagne. Et à la fin de la soirée, il y avait 1 440 000 € dans un gros cochon qu'on avait apporté. Et en fait, j'en frissonne encore parce que je pense que le lendemain de ce jour-là, de cette soirée-là, je savais qu'on avait gagné cette étape-là. Parce que moi, je m'étais dit, si ça marche bien, on aura 500 000 € à la fin de la soirée, quoi. Et on levait 1 million, hein, donc on a eu plus d'argent en une seule soirée avec 50 personnes à peu près invitées. C'est une période épouvantable. En 2010, on est en pleine crise. Enfin, plus personne ne croit en rien, surtout n'investissez pas, etc. Donc je savais qu'on avait gagné cette étape-là. Et que je savais aussi qu'on avait trouvé ce qui était la clé de ce qui pouvait construire de Vialet, c'est-à-dire de dire il faut capitaliser sur la puissance émotionnelle de ce qu'on est en train de construire. C'est la puissance émotionnelle qui compte, quoi. C'est elle qui est capable de rassembler les gens, de les faire se bouger, voilà. Et dès lors qu'on est capable de faire ça, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un tableau de chiffres ou que des données de ce type-là, quoi. Toute la suite a été que des moments extraordinaires. Le premier qui nous est venu, qui a beaucoup circulé dans la presse, c'est le partenariat avec Apple. Comment est-ce qu'on crée avec ce produit un partenariat avec une structure qui est quand même assez fermée sur ce type de choses? En fait, c'est aussi une histoire qui remonte. En fait, moi, ce que je dis aux jeunes entrepreneurs, c'est sachez qui vous êtes et mettez dans votre entreprise toute la richesse que vous avez. Et moi, quand j'étais étudiant, en 1984, il y a le Macintosh qui est arrivé. Et je me souviens, je suis allé dans une boutique évidemment, il n'y a pas d'Apple Store à cette époque-là. Il y avait des revendeurs Apple. Il y en avait un pas très loin de chez moi. Et je suis allé chez un revendeur Apple et j'ai essayé le Macintosh. Et je me souviens je pourrais dessiner la scène tellement elle est intense chez moi. Et j'ai couru à la banque et j'ai fait un prêt étudiant. J'ai emprunté 20 000 francs à l'époque, 20 000 francs. C'était le maximum qu'on pouvait emprunter et ça coûtait 23 000 francs, je crois. Et donc j'ai emprunté 20 000 francs et 15 jours après, j'avais mon argent et je suis allé acheter mon Macintosh.
je savais pas du tout à quoi ça pouvait servir parce que je n'avais pas d'usage particulier, j'étais étudiant, mais je savais que ce produit-là allait changer le monde en fait. Et quand on a créé Devialet, toute cette histoire d'Apple, tout ça qui nous avait nourri pendant toutes ces années-là était aussi présent, quoi. Et on avait Steve Jobs était un passionné d'audio, c'était un audiophile, c'était un fou de Bob Dylan, c'était un amoureux de musique. Et en fait, on voulait qu'il soit actionnaire de Devialet. Et en fait, et on avait le moyen de le toucher. Mais en fait, le moment où on avait un produit à lui montrer, etc., il était déjà très malade, et donc ça ne s'est jamais fait. Mais ce lien avec Apple, il était réel. Donc, quand on a voulu approcher Apple, en fait, on a contacté Tim Cook, on a contacté Angela Ahrendts, qui est la patronne des magasins d'Apple, et on est venu leur raconter cette histoire-là, en fait. Et on a raconté ça, on a raconté Devialet, et 5 semaines après, on était dans les magasins d'Apple, quoi. Donc c'est encore une fois par rapport à espèce de capter cette émotion-là et ces raccords entre les gens, ces connexions entre les gens que vous avez réussi à intégrer les magasins Apple. Ouais, mais alors c'est pour arriver à faire ça, c'est-à-dire arriver à créer les connexions qui fait qu'à un moment vous vous retrouvez dans le bureau et que vous arrivez à... C'est énormément de travail. Combien de temps? 5 semaines, une fois que vous aviez rencontré, alors, mais avant? Mais c'est 3 mois de travail. Et c'est Marc Benioff, le patron de Salesforce, qui est un vrai fan de Devialet, qui nous a connectés. Voilà, mais c'est 3 mois de travail, et c'est 3 mois à se dire je ne peux entrer que par cette porte-là. C'est-à-dire se dire nous Devialet, aussi petit qu'on soit, aussi voilà, nous on rentre par cette porte-là que personne n'emprunte, quoi. Et on rentre pas par les achats, on va pas discuter, voilà, parce que ce qu'on a à construire est d'une ampleur, d'une ambition qui nécessite de passer par cette porte-là. Et si vous le faites à la fois avec énormément d'enthousiasme, de cœur, de courage et d'humilité aussi, pas d'arrogance, mais d'envie de partager l'émotion qu'on est capable de nous donner avec nos produits, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, et vous pouvez transmettre de l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus réel, l'émotion. Là, vous êtes, je vous vois pas parce qu'il y a des projecteurs, mais j'imagine que là, il y a des... Voilà, vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes pressés parce que vous avez un train à prendre et vous inquiétez de savoir si ça sera à l'heure. Vous avez un enfant qui est malade et vous voulez prendre de ses nouvelles. Vous êtes amoureux et vous attendez de retrouver celui ou celle que vous aimez, etc. Tous, vous êtes en train, ou alors vous vous emmerdez royalement, ou alors au contraire, ça vous plaît. Mais peu importe, mais tout ce que vous vivez est riche d'émotions. Et là, le réel, il n'y a rien de plus réel que les émotions qu'on ressent. Un tableau de chiffres, il ne représente que ce qu'on est capable de compter, quoi. Donc, mais les émotions, c'est elles qui guident nos choix, et heureusement, parce qu'elles sont tangibles, elles sont physiquement tangibles. C'est des hormones, c'est un certain nombre de choses qui nous permettent de comprendre, de savoir, Arnaud, ce que tu as dans la tête, de comprendre, de te comprendre, de te connaître, d'imaginer ce que quand tu me poses une question, la réponse qui peut t'intéresser, etc. Donc ces émotions-là, les mettre au service d'un projet entrepreneurial, les mettre au service d'une idée, c'est absolument indispensable, quoi. Et il faut se servir de sa capacité émotionnelle, en particulier quand on se trouve dans des situations avec des défis considérables, quoi. Et ça c'est possible parce que toi-même, tu avais un produit qui provoquait cette émotion-là, donc il y avait une cohérence. Est-ce que c'est possible de provoquer cela sur des startups, des produits, des entreprises qui, a priori, ne proposent pas cette même chose? Il y a toujours des raisons profondes, des histoires à connecter entre les raisons pour lesquelles vous êtes devenu opticien
et le projet que vous avez à créer, quoi. C'est-à-dire au sens où vous aviez envie de soigner les gens, vous aviez une grand-mère aveugle, enfin j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est au fond, les choix qu'on fait sont des choix qui sont souvent guidés par des choses qui sont importantes pour nous, quoi. Et finalement, on ne sait pas forcément l'exprimer correctement, on ne sait pas forcément connecter les points entre ce qu'on est en train de faire et d'où on vient, l'histoire qu'on s'est construite, la vie qu'on a eue, les gens qu'on a rencontrés, voilà, etc. Moi, ce que je pense, c'est que quand au fond on se met à réfléchir sur ses aptitudes et qu'on réfléchit aux choses dont on a vraiment envie dans la vie, en fait, on se rend compte que c'est souvent connecté très loin. Et ça, il faut le donner aux autres parce qu'on a besoin d'histoire, on a besoin les autres d'être nourris de récits, d'être nourris de... Voilà, donc moi je vois des entrepreneurs, je leur pose 3 pourquoi, et à un moment je découvre en fait que en fait, l'histoire qu'ils ont à raconter, elle est beaucoup plus intéressante que celle qu'ils étaient en train de me servir et qui était une histoire qui servait apprise et qui ressemble à 100 000 histoires d'entrepreneurs qui... Les fameux pitch. D'un pitch. Voilà. Mettez-vous dedans, quoi, vraiment. Mais, parce que de toute façon, c'est tellement difficile d'entreprendre, d'inventer sa vie, que si tu ne fais pas quelque chose qui est profondément relié à toi et qui émotionnellement est très lourdement chargé à toi, tu ne peux pas réussir des choses extraordinaires. Tu mettras une énergie assez moyenne, en fait. Donc il faut faire des choses qui sont profondément ancrées dans ce que tu es, dans ta vie, tes envies, Et c'est pas des choses tristes. Hein. C'est pas une psychanalyse. Voilà, ça peut être des motivations. C'est que du plaisir. Enfin, quand je parle de Vialet et de notre rapport à la musique et à ces émotions-là, c'est que des choses belles, quoi. Dans ces moments extraordinaires, il y a eu l'arrivée de Jay-Z au Capitole. Pourquoi lui et comment, encore une fois, vous êtes allé convaincre une personnalité de la musique comme celle-ci? Alors à Nantes, c'est une histoire un peu particulière parce que on a discuté avec pas mal de maisons de disques, de gens, de producteurs, etc. Et en fait, moi, je suis un passionné de la musique qui est né quelque part en Afrique, qui a suivi les routes de l'esclavage, qui est né dans les champs de l'Alabama, qui est devenu le blues, le R&B, le jazz, voilà. Et cette musique, c'est la musique globalement la musique la plus puissante du monde. Elle a transformé on visitait ce matin le mémorial de l'esclavage en face, mais cette musique, elle est née, elle est là, quoi. Et elle raconte ça, et elle raconte ça avec une capacité à générer du bonheur et à transcender en fait ses souffrances, qui est absolument incroyable. Et Jay-Z, c'est un gosse de Brooklyn qui aurait pu finir en prison ou d'une balle perdue, comme malheureusement beaucoup de ses copains de Brooklyn, surtout dans ces années-là. Et il a inventé sa vie, il a inventé sa musique, il a rassemblé énormément de gens, il a créé une dynamique, une force, une tension incroyable autour de cette musique-là. Et moi, j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie de ça parce que c'est tellement fort. On est aussi fait de ça, de cette histoire-là. Pas au sens où je me sens, par exemple, responsable de ça. On ne porte pas les crimes de nos pères, mais pour l'humanité, d'une certaine façon.
la musique, c'est aussi ça. C'est-à-dire la musique, elle a la capacité à porter des émotions qui sont indicibles, des histoires qui sont indicibles. Je te parlais d'un Italien qui a rassemblé toutes 4000 œuvres de composition qui ont été faites dans les camps de concentration. Il a retrouvé 4000 morceaux de musique qui ont été écrits dans les camps de concentration et qui racontent, je pense, des récits qui ont été racontés, mais au fond sont indicibles, quoi. Et donc, je pense que quand on est dans la musique et qu'on veut être un passeur de cette émotion-là, aller chercher quelqu'un comme Jay-Z et l'avoir avec nous, autour de nous, à la table, c'était une nécessité un peu vitale pour moi, quoi. Plus qu'avoir Universal à la table. Voilà. Alors on passe sur... Quand vous aviez été chercher Jay-Z, vous aviez des fonds chez De Vialet. Comment réagissent les fonds et comment se transforme une société comme celle-ci qui est imprégnée d'émotions lorsque des fonds, et des fonds importants, arrivent et exigent en fait une dynamique peut-être nouvelle, des partenariats nouveaux, peut-être Universal à la place de Jay-Z, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas transformer ou éteindre l'âme d'origine d'une société ? C'est pour ça que la culture d'origine, elle doit être très forte en fait, parce qu'il faut être capable de résister aussi à une volonté de rendre l'entreprise normale en fait. Il faut être capable de maintenir sa singularité. Vous êtes capable de le faire à partir du moment où vous avez des résultats qui sont bons, quoi. À partir du moment où vous avez une croissance rapide, à partir du moment où vous faites fructifier et que vous offrez des perspectives considérables aux investisseurs qui sont avec vous. Il faut pas lâcher tout ça. C'est-à-dire il faut garder l'ambition, les moyens de l'ambition, le discours de l'ambition, la volonté d'innovation, la volonté de faire des choses qui n'ont jamais été réalisées, de les faire d'une manière qui seront uniques au monde, de construire un monde particulier. Voilà, mais c'est forcément très difficile à chaque instant avec parce qu'on côtoie aussi des gens qui sont pas forcément que des poètes, et nous on n'est pas uniquement des poètes hein, d'ailleurs, et parce qu'il y a aussi des réalités économiques auxquelles on est confronté et auxquelles on doit se plier. Donc il faut arriver à faire rentrer le rêve dans un dialogue avec les investisseurs qui soit un dialogue fructueux, quoi. Et c'est tout l'enjeu, c'est celui-là. Donc il faut bien les choisir et il faut aligner les succès. Et dès lors qu'on est capable d'avoir une machine qui va très vite, qui est capable d'avoir une dynamique plus vite qu'eux, ouais, qui va d'une certaine façon plus vite qu'eux, dans ces cas-là, on est gagnant. Comment cette cohérence globale, vous l'avez également en composant votre management, votre organisation, votre ligne de com. Vous proposez un produit qui est exceptionnel. Comment vous créez une dynamique exceptionnelle autour de ça ? Il faut rechercher, en fait, il faut se lever le matin en se disant que personne ne nous connaît et qu'on n'existe pas et qu'en même temps, ce qu'on fait, enfin, ce produit, cette technologie est tellement extraordinaire, sa puissance émotionnelle est tellement forte qu'on a envie de crier au monde que ça existe. Voilà, il faut se lever comme ça le matin. C'est un peu hystérique comme lever, mais voilà, ça... on part assez vite le matin. Et après, il faut aller chercher l'excellence et l'extrême dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, on a fait des partenariats à la fois avec l'Opéra de Paris. Donc, on est dans un monde hyper classique, hyper conservateur, même dans l'image qu'il peut avoir. Et en même temps, l'opéra, c'est le summum du spectacle vivant. C'est les plus grands chanteurs qui soient,
les plus grands orchestres qui soient, les plus grands décors qui soient, les œuvres les plus compliquées qui soient, les plus longues, des 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 9 heures. Enfin, l'opéra, c'est la démesure. Donc faire ça, ouvrir une boutique à l'opéra dans l'Opéra Garnier, ce qui est impossible, c'est-à-dire faire des choses impossibles, et le faire avec ce monde-là, et amener aussi une dynamique dans ce monde-là, et puis avoir Jay-Z aussi à ses côtés, et faire de la Formule 1 avec Renault, c'est-à-dire parce que ce sont des ingénieries des extrêmes, parce qu'on est dans des histoires d'une vivacité, d'une intensité, d'une passion absolue en fait. Mais vous faites pas, dans le caractère que je connais de toi et dans ce que je vois sur De Vialet, vous faiest pas de concessions. Quand vous êtes allé à l'Opéra Garnier, tu parles d'un partenariat, c'est un peu plus que ça, c'est une boutique que vous avez créée à l'Opéra Garnier. Comment est-ce que ça a été autorisé ça ? En fait, c'est une boutique, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est une boutique à l'Opéra Garnier, en façade, sur la place de l'Opéra. Donc c'est impossible, en fait. Et donc, moi, j'ai rencontré il y a ça va faire pas loin de 5 ans, en fait, le directeur de l'Opéra à l'époque. Et je lui ai raconté De Vialet, donc c'était assez normal qu'on se rencontre, puisque tous les deux, on parlait de musique. Et lui était énarque. J'avais un copain énarque avec lequel on a rencontré. Et puis je lui ai dit, moi j'ai un rêve, je voudrais ouvrir une boutique à l'opéra. Alors il se marre et puis je lui dis, et puis il me dit, à Bastille peut-être que en gros derrière, dans la rue de derrière, machin, etc. Je lui dis non, bien sûr que c'est pas à Bastille, c'est à l'Opéra Garnier et en façade. Et puis 2 jours après, il me rappelle et il me dit, on va vous aider à faire votre rêve en fait. Et 3 mois après, il quittait son poste, son successeur arrive. Un petit moment de flottement. Est-ce qu'il va reprendre cette idée complètement démente, en fait? Et il a dit oui avec une dynamique et un enthousiasme incroyable. Et on a travaillé pendant 4 ans à convaincre les équipes de l'opéra, mais ça va des services de sécurité de l'opéra, le ministère de la Culture, les monuments historiques, tout un monde très complexe dans un environnement impossible, architecturellement impossible, dans lequel on peut évidemment rien créer, pour ouvrir ce point-là. Et en fait, à cet endroit-là, moi j'emmène des gens qui sont des clients de nos technologies aussi dans le monde entier, hein, des grands noms de la tech et du numérique. Et je les emmène là et je leur dis, voilà, ce qu'on a fait ici à l'Opéra, c'est impossible. En fait, c'est même impossible de se figurer un jour qu'on est capable d'ouvrir une boutique à l'Opéra Garnier. Parce que, évidemment, on va ouvrir ça, et puis à l'Élysée, puis au Palais de Versailles pendant que vous y êtes. Mais, donc, bien sûr, ce n'est même pas figurable, ce genre de choses. Et on l'a fait. Et c'est ce qu'on veut faire chez De Vialet. C'est le premier point dans une ambition, dans la volonté de créer quelque chose, c'est qu'on ne peut même pas se figurer qu'on peut y arriver. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'on ait le premier homme en haut du Mont Blanc. Je crois 1784, quelque chose comme ça. Voilà. Enregistré en tout cas. Mais peut-être qu'avant, on ne se figure même pas qu'on peut y arriver en fait. Et c'est le premier problème. Et puis, il y a aussi des Christophe Colomb, il y a des gens qui se disent je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe et je vais aller chercher de l'autre côté mon rêve. Je vais aller aussi me chercher d'une certaine façon de l'autre côté. Vous n'avez jamais travesti la marque. Quand on parle de Amazon, de Tesla, ils avaient une ligne, ils ont eux-mêmes jamais travesti la marque. Et vous, sur De Vialet, vous n'avez jamais travesti la marque. On fait des erreurs, hein. Je ne veux pas dire que... Est-ce que les boutiques, est-ce que le fait de vendre De Vialet ailleurs que dans des boutiques clés est quelque chose qui est cohérent ou pas? Ouais, je pense à partir du moment où on offre une expérience qui est une expérience émotionnelle exceptionnelle. Donc après, oui, on ne peut pas ouvrir que des boutiques dans les opéras du monde entier. On a aussi ouvert des boutiques à Beaugrenelle, à IFC à Hong Kong,
à Columbus Circle à New York. Enfin, on a ouvert aussi des boutiques dans des lieux où il y a des gens qui viennent et qui viennent faire du shopping. Et quand vous faites ça, vous le faites comment? Vous imposez aussi un contexte? On le fait avec une empreinte visuelle qui est très forte. On le fait avec beaucoup d'exigences sur les gens qu'on prend, sur leur formation, sur l'histoire qu'ils racontent, etc. Mais oui, on le fait en racontant de Vialet une histoire très grande et très ambitieuse. C'est-à-dire qu'ils vous donnent, ils acceptent des choses de vous qu'ils n'acceptent pas ailleurs. Je pense à la Fnac, par exemple. Oui. Mais parce qu'aussi, quand on est allé rentrer à la Fnac, ils nous demandaient, au moment où on a sorti Fantôme en début 2015, ils nous demandaient de venir, de vendre le produit, etc. Et moi, je disais non, en fait. Je disais non, ça ne nous intéresse pas. Et puis la personne, le commercial, enfin l'acheteur de la Fnac, a fait j'aime les gens tenaces. Il a dû appeler 60 fois. Et j'ai dit au commercial chez nous, dis-lui qu'on veut voir Bompard. Bompard, c'était le patron de la Fnac à l'époque. Donc il s'est marré. Et puis on est allé voir Bompard. Et à Bompard, je lui ai dit, voilà, je vais vous dire toutes les raisons qui font qu'on ne viendra pas à la Fnac. Et en fait, si vous voulez qu'on vienne, il va falloir que vous fassiez ce que vous faites avec personne d'autre. Et il l'a fait. Et je lui ai dit, le deal, c'est pendant toute notre négo, pendant tout ce qu'on est en train de construire, ne m'opposez jamais le fait que vous ne le faites pas avec d'autres, parce que c'est précisément ce que vous allez faire avec De Vialet, c'est systématiquement faire des choses que vous ne faites pas avec les autres. Et ils ont été formidables parce qu'ils l'ont fait, en fait. Et donc, on a fait des cabines fermées au sein des Fnac, avec du personnel à nous, délivrant notre expérience, dans un cadre qui est complètement maîtrisé par nous, etc. Et c'était la condition pour le faire, quoi. Et mais vous pouvez ça, vous ne pouvez le faire que quand vous êtes... Enfin, si vous ne commencez pas quand vous êtes tout petit et que vous n'existez encore à peine, ça sera très difficile à faire plus tard, en fait. Et donc, dès le début, il faut que vous soyez tellement sûr du niveau où vous avez envie de porter votre boîte que vous allez être capable de vous tenir sur une posture comme ça. Aujourd'hui, De Vialet, c'est considéré comme certainement l'une ou la meilleure enceinte au monde. Tu me poses pas la question, j'imagine. C'est considéré, c'est la meilleure enceinte voilà. au monde. C'est les étapes qui vont suivre en termes de produits, c'est quoi? Parce qu'il y a le Fantôme, il y a l'ampli. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui sont en réflexion aujourd'hui qu'on va retrouver dans notre quotidien? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses. Alors il y a des choses qu'on fait. En fait, on conçoit des produits sous licence pour d'autres. Et par exemple, on a sorti en Grande-Bretagne, puis on est en train de sortir en Allemagne ce même produit et en Italie en ce moment pour Sky TV. Sky TV, c'est 22 millions d'abonnés en Europe à la télévision payante. Et donc, on a conçu un objet qui est une sorte de barre de son, qui est un accessoire de leur box, et en fait, qui diffuse un son incroyable à partir d'un objet unique, très enveloppant, incroyablement puissant, incroyablement, vraiment jubilatoire. Et c'est un produit qui vend moins de 300 pounds, je crois 349 euros en Allemagne ou en Italie. Donc, voilà, ça, c'est une partie de ce qu'on fait. Donc, il y aura d'autres choses comme ça à venir en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans les mois qui viennent. Mais ça, c'est de mettre De Vialet à la portée de beaucoup plus de gens à travers des opérateurs, notamment de contenu, d'opérateurs Internet, qui ont la capacité à toucher énormément de gens très rapidement. Et l'autre partie, c'est ce qu'on fait avec la marque De Vialet et nos produits De Vialet. Donc j'ai pas de scoop. Ce que je peux dire, c'est la volonté de Vialet n'est pas de faire uniquement des produits très chers pour très peu de gens. Il y a, même si la présentation de nos produits, on s'inscrit dans une histoire de quelque chose de luxueux,
on veut que ça soit De Vialet a un projet démocratique en fait. Mais on peut pas y aller, on pouvait pas y aller au début. Donc le premier produit qu'on a lancé, il coûtait 12 000 euros. Le fantôme coûtait 1590 euros. Voilà, mais il n'en faut qu'une. Mais il n'en faut qu'une. Enfin, on peut en avoir plus, mais il n'en faut qu'une. Voilà, et aujourd'hui, on a des produits sous licence à 300 euros. Sous la marque De Vialet, l'objectif, ça sera d'ouvrir aussi dans le futur pour offrir aussi la possibilité à de plus en plus de gens de se connecter à la marque et de vivre cette émotion de la musique, qui est l'émotion la plus simple qui soit. Hein. Là, en 3 minutes, on peut transformer cette salle en piste de danse ou en expérience lacrymale simplement en choisissant une musique ou une autre. Hein. Donc, voilà, la puissance de la musique, c'est des algorithmes qui ont un impact immédiat sur notre production hormonale et qui vont fabriquer des niveaux d'émotion absolument exceptionnels. Toi, en tant qu'entrepreneur, quelle est la chose la plus difficile, peut-être que tu as eu à vivre depuis que tu as cofondé De Vialet, et qui serait un bon tips and tricks à partager avec les entrepreneurs présents avec nous? Je pense que les moments difficiles, c'est des moments où finalement on n'est pas sincère avec soi-même. C'est des moments où on est en contradiction avec ce qu'on est profondément. Et donc, quand vous créez quelque chose, quand vous êtes un créateur, quand vous êtes un entrepreneur de votre vie, hein, c'est pas forcément uniquement dans le domaine du business. Hein, il y a plein de gens, que ce soit des artistes, une infirmière qui a envie de soigner les gens, etc. Quand vous faites les choses avec un cœur immense, chaque fois vous allez être amené à accepter une décision ou prendre une décision en contradiction avec ce que vous êtes profondément. Là, vous allez souffrir en fait. Et cette souffrance, elle est le signe d'un désaccord profond, et il faut l'écouter en fait. Il faut l'écouter et ramener la boîte dans la direction avec laquelle vous êtes en phase avec vous-même. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour un créateur d'être en phase avec ce qu'il vit, parce que je pense qu'on y met ce qu'on est, quoi. Et si on n'y met pas ce qu'on est, c'est dommage au fond. Allons plus loin, quoi. Et en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, il y a eu des moments dans le passé, dans des recrutements, peut-être, dans des choix de... Il y en a forcément. Ouais. Il y a forcément des moments comme ça. Vous faites des choix d'organisation, vous faites des choix de recrutement. Vous prenez des décisions qui vous sont suggérées ou dont vous avez eu l'idée vous-même, et vous vous rendez compte qu'en fait cette personne-là empoisonne toutes les autres personnes qui bossent avec vous. Et c'est pas aligné avec toi? Sont pas alignés avec une compréhension profonde de ce qu'on est en train de faire, quoi. Sont pas alignés avec ce qui nous fait lever le matin et ce qui nous donne du courage au-delà du raisonnable. Et donc, si vous faites rentrer dans des dispositifs comme ça trop de gens qui vont être comptables permanents, vouloir mettre les choses tout le temps dans des cases, vouloir avoir des systèmes qui soient des systèmes qui sont théoriquement parfaits et pratiquement inefficaces, voilà, vous asséchez le dispositif. Et ça, on prend tous des décisions à un moment, on fait rentrer une personne qui
qui se révèle mortifère. Donc il faut vite couper les ponts. Et, voilà. Et parfois, on prend des décisions qui ont un impact sur un peu plus de durée. Mais voilà, donc il faut s'en préserver. Et moi, dans ma vie professionnelle, voilà, chaque fois là où j'ai vraiment souffert, c'est jamais dans des situations où j'avais déposé le bilan, ce qui m'est arrivé, ou ce genre de choses. Mais c'est le moment où je n'étais pas en accord. Je faisais des choses qui n'étaient pas en accord avec moi-même. Et pour terminer, peut-être 2 ou 3 conseils aux entrepreneurs qui nous suivent. Découvrez qui vous êtes, quoi. Je pense que ce qui est merveilleux quand on entreprend, quand on fait des choses difficiles en général, c'est qu'on a la chance d'être confronté à des grands sportifs ou des gens comme ça vivent évidemment, ou des gens qui sont confrontés à des guerres, à des conflits. Voilà, on est confronté à sa nature profonde, quoi. Et donc je trouve que c'est une découverte incroyable. Je ne parle pas de moi pour moi, mais ce que je veux dire, c'est se découvrir en situation difficile, exigeante, etc. C'est passionnant parce que la vie est passionnante. Et donc, mettez-vous dans des situations, mettez-vous en danger. Quand vous êtes très jeune, votre danger, il est très faible. Mettez-vous en danger, allez au bout des choses, faites ce en quoi vous croyez. Associez-vous avec des gens qui sont différents de vous. Soyez généreux. Aimez, quoi. Merci Quentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.